tous. Je suis très heureux de vous accueillir et on va pouvoir passer un petit peu de temps pour que je puisse vous expliquer un peu plus notre projet, Planète Chambre en fait, voilà, toute son histoire. Voilà. Donc on va passer 20 minutes ensemble où je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Julien? Bonsoir à tous. Donc, je viens de la chaise. Comme l'a dit Fanny, je suis l'associé fondateur de Canopé Consulting, voilà, qui est une société de conseil qui accompagne le secteur agricole sur les aspects stratégiques et financiers. Et donc, on a la chance d'accompagner Planète Chambre depuis plusieurs mois dans sa dynamique de levée de fonds. Et voilà, je répondrai volontiers à toutes vos questions sur la partie financière notamment et stratégique. Voilà. Bonsoir à tous. Très bien. Donc, je vais attaquer dans le vif du sujet. Donc déjà, Franck Barbier, moi, j'ai un parcours où en fait, je suis fils d'agriculteur déjà, et ensuite j'ai poursuivi mes études jusqu'après le bac en fait, où j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture, donc à Lyon, l'ISARA. J'ai pu continuer en fait en industrie agroalimentaire. J'ai travaillé 9 ans en industrie agroalimentaire, 3 ans chez McCain dans les fruits gelés et 6 ans en fait dans une biscuiterie au sud de Lyon. Et il y a exactement 20 ans, j'ai décidé de reprendre la ferme de mes parents, qui est en Seine-et-Marne, et pour pouvoir être pleinement acteur de mon avenir et décider de ce que j'avais envie de faire. Et voilà, donc ça c'était en 2004. Et pour poursuivre un petit peu l'explication historique, en 2007, je suis allé à une réunion en fait organisée par des agriculteurs et la Chambre d'agriculture, ainsi que 2 communautés de communes autour de Colomiers, qui disaient voilà, nous agriculteurs, on a envie de produire des écomatériaux. Voilà, à l'époque, on parlait d'écomatériaux, et j'étais présent à cette réunion-là. Et en fin de réunion, j'ai dit oui, tiens, je veux bien participer à cette réflexion. Et voilà comment on s'est retrouvé en fait à une douzaine d'agriculteurs à réfléchir à quel élément, quelle culture pouvait participer à l'éco-construction. Et voilà, donc on a été 12 agriculteurs à fonder Planète Chambre. Et je vais vous expliquer donc l'histoire de Planète Chambre, son activité et pourquoi on vous sollicite maintenant. Voilà, donc hop. Je pense que ça va marcher comme ça. C'est bon pour les slides? Alors, ça va y aller? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça y est. Voilà, vous avez ici l'équipe des fondateurs agriculteurs en Seine-et-Marne. Et voilà, on a eu donc cette vision de produire des écomatériaux. Et de cette vision, en fait, on a commencé à faire un petit tour de France et on a commencé en fait en 2009 par une aventure importante où on a rencontré une entreprise qui s'appelle BAFA en Allemagne. Et en fait, notre sujet était d'être en capacité de produire, mais on n'avait pas d'outils de transformation et non plus pas d'outils de commercialisation. Donc, on était prêt à produire que de la paille et de la graine, mais on n'était pas du tout en place pour alimenter les marchés. Et cette entreprise BAFA en Allemagne avait un outil de transformation, avait des clients. Et finalement, on s'est dit, c'est comme très cohérent de travailler ensemble. Et on a repris l'activité de BAFA qu'on a relocalisée en France. Donc, des fois, les entreprises, et bien souvent, partent de notre pays. Et donc, nous, on a décidé de ramener l'entreprise, l'outil industriel sur place, au nord de Colomiers, pour transformer nos matières produites ici en Seine-et-Marne. Voilà, donc, on est très heureux de ça. Et en 2011, c'est là où l'activité industrielle de Planète Chambre a démarré. Après, cette activité de Planète Chambre a été émaillée par différents événements importants. Le premier d'entre eux, en 2019, c'est là où on a pu créer Wallop. Wallop, c'est une société très particulière, créée avec un architecte et aussi des charpentiers industriels,
qui est la première entreprise en fait en Europe à proposer maintenant des murs préfabriqués en béton de chanvre. J'y reviendrai dessus après sur les débouchés. BAFA ensuite a créé une activité dans la transformation de la graine. J'y reviendrai encore. En 2021, on a créé MPAC pour faire de la R&D sur de l'emballage. Et voilà, 2025 est clairement maintenant le nouveau projet qui nous anime pour aller chercher des volumes, des résultats. Et voilà un petit peu l'objet de notre rencontre de ce soir. Voilà, voilà. Vous avez ici devant vous une photo du site de Planète Chanvre sur la commune d'Aulnoy, donc au nord de Colomiers. On est en pleine campagne. Et ici, vous avez différents bâtiments qui sont propres à l'activité de Planète Chanvre, à savoir sécher les graines sur le premier bâtiment en rouge, stocker la paille, le bâtiment un peu gris le long de la route, un bâtiment blanc qui transforme la paille, et le bâtiment noir qui est l'unité de Wallup. On a 13 salariés qui travaillent sur le site. On a à peu près 100 agriculteurs qui produisent du chanvre pour nous. Et nous générons un peu plus de 3,5 millions de chiffre d'affaires par an. Voilà, donc on stocke une partie de la paille des agriculteurs chez nous, l'équivalent de 10 jours de production. Ensuite, la paille est stockée chez les agriculteurs. On transforme à peu près 5000 tonnes de paille par an. Et voilà, donc le site est aujourd'hui de 20 000 mètres carrés. Et l'objet, en fait, de notre projet est d'agrandir l'usine plutôt en bas à gauche de l'écran pour vous. Alors, pourquoi on fait du chanvre? Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent un petit peu ce que c'est le chanvre, mais vraiment, nous, agriculteurs, on trouve que c'est une plante quand même extraordinaire. Pourquoi? Parce que on n'utilise pas de produits phytosanitaires, pas de fongicides, pas d'insecticides, pas de fongicides, donc pas de désherbants. Enfin voilà, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et je connais très peu de cultures qui sont capables de répondre en fait à l'absence de moyens de production comme ça. Et donc un agriculteur, s'il n'est pas obligé de mettre ses produits phytosanitaires, il est vraiment très intéressé. Donc, premier atout pour l'agriculteur et aussi, bien sûr, pour les concitoyens que nous sommes. Ensuite, le chanvre est une plante comme bien particulière parce qu'elle est capable d'apporter des bénéfices à l'agriculteur au niveau agronomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez une plante qui est capable de pousser jusque 2 mètres de hauteur, jusque 3 mètres, voire 3,50 mètres, il faut imaginer qu'on a la même profondeur de racines en dessous. Donc, les racines vont aller explorer le sol, le fissurer. Et les cultures qui suivent vont avoir un rendement qui va être amélioré. Et cette plante-là, en fait, va avoir donc un bénéfice pour l'ensemble de la rotation des agriculteurs. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'un agriculteur ne fait pas toujours la même plante au même endroit. Donc, on parle de rotation. Voilà. Donc, des critères comme très importants pour le chanvre. Ensuite, c'est vrai qu'à l'origine de Planète Chanvre, on ne parlait pas carbone encore, on ne parlait pas CO2, on parlait très peu de réchauffement climatique. Et maintenant, le chanvre est une plante très performante et a une grosse capacité à stocker du CO2. On est sur un niveau de 15 tonnes par hectare et par an. Et c'est autant qu'une forêt mature. Et ça, dès 5 mois. Voilà, en 5 mois, la plante est capable de stocker ça. Donc, c'est quand même extraordinaire de pouvoir stocker du carbone et le stocker dans les différents usages qu'on verra tout à l'heure. Alors, ensuite, les produits issus du chanvre sont quand même performants dans leur isolation, dans les caractéristiques techniques. Je passerai dans les détails ces débouchés. Et bien sûr, c'est une production assurée par les agriculteurs sur l'exploitation et ensuite gérée par des agriculteurs. Le chanvre, comment ça pousse? En haut à gauche, vous avez l'étape du semis qui a lieu au mois d'avril. Et pendant 5 mois, le chanvre va pousser pour atteindre, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à 3,50 mètres. La photo en haut à droite, c'est la récolte de la graine avec coupe de la paille. On a un autre système qui est en bas à gauche. Voilà, donc c'est une étape qui a lieu au mois de septembre. Et ensuite, une quinzaine de jours après, on vient
bouger, endainer, comme on dit, la paille, pour qu'elle soit sèche et qu'elle ait pris la bonne couleur. Et on va avoir une étape de pressage, donc c'est la photo en bas à droite. Et cette paille-là va être stockée chez les agriculteurs et acheminée tout au long de l'année, dans l'usine de Planète Change. Donc oui, effectivement, la moissonneuse-batteuse, vous avez 2 modèles de moissonneuse-batteuse en haut à droite et en bas à gauche. Alors, le chanvre, vous avez ici une petite représentation schématique. En haut, vous avez la graine. 10% en fait de l'ensemble de la plante est constitué de graines. Et ensuite, on va sortir une tige. Et la tige, de là, l'activité de l'entreprise est de séparer les 2 éléments. Les 2 éléments que sont la fibre et la chaîne-vote. C'est ça le rôle fondamental de Planète Chanvre, mis à part de récupérer la graine, la sécher et la vendre, voire la transformer. Mais l'activité essentielle de Planète Chanvre, c'est celle-ci. C'est séparation de la fibre et de la chaîne-vote. Une petite moitié de chaîne-vote, un quart à peu près de fibre, et puis ce qu'on appelle des fines, c'est des poussières qui peuvent être valorisées également. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là ? Alors, ça, c'est quelque part le travail de ces 13 années d'activité de Planète Chanvre, de mieux maîtriser les marchés, de mieux les comprendre, d'aller au contact de ses clients pour aller chercher le plus de valeur possible. Donc, je vais prendre d'abord par le chenvi. Le chenvi, donc, c'est le nom de la graine de chanvre. Et cette graine, traditionnellement, elle sert à alimenter les oiseaux, et alimenter aussi les poissons. Donc, s'il y a des pêcheurs parmi vous, les graines de chanvre forment un très bon appât pour la pêche, et nombreux poissons sont nourris avec des graines de chanvre. Ensuite, un débouché qui prend toute sa raison d'être, en fait, c'est l'alimentation humaine. Pourquoi ? Parce que le prix est déjà supérieur, et ensuite, on apporte des qualités d'alimentation pour nos concitoyens, parce que la graine est riche en acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, et en protéines. Et ensuite, ces graines-là peuvent être transformées. On va aller décortiquer la graine et récolter que l'amande, et cette amande va pouvoir être consommée, par exemple dans des salades, dans des gratins, dans des soupes, dans des plats, dans des barres céréalières. Voilà, donc premier usage pour l'alimentation humaine. Et on peut aller encore plus loin. On peut sortir l'huile et il va rester une farine qui est elle aussi très riche en protéines et qui est très, très digeste en fait et très, très facilement assimilable. La cosmétique, oui, c'est un débouché avec des faibles volumes, mais où on peut aller chercher de la marge. Mais dans les débouchés qu'on cherche, c'est avant tout d'aller chercher du volume et de la marge. Je vais vous parler de la fibre maintenant. La fibre, traditionnellement, c'était un usage pour le papier. Et ça, beaucoup de papier se faisait avec de la fibre de chanvre, et encore maintenant. Ça ne fait pas partie des marchés visés par Planète Chanvre, parce que on a une valorisation qui n'est pas suffisamment intéressante. Donc nous, on se focalise d'abord sur le débouché en automobile et en nappage. Et je peux vous montrer en fait ici une pièce d'automobile. Donc vous voyez ici en fait on voit un petit peu la fibre, et de l'autre côté, dessus on va pouvoir coller en fait différents revêtements. Donc cette activité de moulage, elle ne se fait pas au sein de Planète Chanvre, mais chez nos clients. Donc nous, on va ne fournir que la fibre. Ensuite, la fibre peut être utilisée aussi dans le bâtiment et pour faire de l'isolation. Donc vous avez ici donc un bloc de laine de chanvre qui va permettre en fait de remplacer la laine de verre. Et ça ne gratte pas. Voilà, il n'y a pas de cove et c'est un très bon fonctionnement l'hiver comme l'été.
Et puis un débouché qui a toute son importance maintenant, c'est le débouché du textile. Vous avez ici en fait des jeans avec à peu près 30% de chanvre dedans, et le reste c'est du coton. Et ça permet en fait d'apporter de la durabilité à nos textiles. Et dans la mesure où le chanvre n'a pas de produits phytosanitaires, c'est donc une fibre naturelle et qui n'a pas besoin de traitement chimique. Voilà. Donc le process de défibrage chez nous est uniquement mécanique. Voilà pour la fibre. Ensuite pour la Shunvolt. Les débouchés traditionnels sont la litière et le paillage. La litière pour les chevaux. C'est une litière qui absorbe beaucoup d'eau, 4 fois plus d'eau qu'une paille de blé. Donc on réduit le renouvellement de la litière. Ensuite le paillage au pied des fleurs, au pied des arbustes, ça permet de garder l'humidité et d'éviter aux mauvaises herbes de pousser. Enfin le bâtiment, avec cette Shunvolt, on va pouvoir créer en fait un béton végétal qu'on appelle le béton de chanvre. Et donc ça c'est la raison d'être de Wallop dont je vous parlais tout à l'heure, qui avec ce béton végétal va pouvoir constituer des murs préfabriqués en usine. Donc au lieu de couler des murs sur les chantiers, le mur est coulé en usine 12 mois sur 12. On est à l'abri de l'eau, des intempéries, du gel, et ça permet de créer des murs sur mesure pour la construction. Voilà, donc là vous avez une vue un petit peu globale de tous les débouchés et les marchés vraiment qui nous intéressent. Pour la graine, c'est l'alimentation humaine. Pour la fibre, c'est le textile. Et pour le bâtiment, pour la Shunvolt, c'est bien le bâtiment parce que c'est là où on va avoir une valorisation plus importante. Alors, l'environnement dans lequel en fait on se situe, c'est celui-là. En France, il faut savoir que la France est le premier pays producteur de chanvre en Europe, avec à peu près 40% du chanvre produit en Europe et produit en France. Et la France est le deuxième producteur mondial de chanvre. Donc voilà, on peut être fier en fait de cette activité. Et vous avez ici une cartographie des différents acteurs. Et la particularité de Planète Chanvre, c'est d'être en pointe sur l'innovation. Et cette innovation dans la construction, elle se porte donc sur le béton de chanvre. Et cette usine Wallop est la première en fait en Europe. Et on a même des appels d'Europe et de l'extérieur, hors Europe, pour avoir accès à cette technologie. Voilà. Et ces autres chanvrières, on les connaît bien parce qu'on travaille en interprofession et c'est une filière dynamique au niveau français. Et j'ai la chance de présider cette filière du chanvre en France. Pour avoir une idée un petit peu des surfaces en France, on est à peu près aux environs de 24 000 hectares en 2024, assurés par 1500 producteurs. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les marchés dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les chanvrières les connaissent. Et lorsqu'on a vu avec nos clients quelles étaient les potentialités de développement de ces marchés, clairement, il faut que dans 5 ans, on a besoin de doubler les surfaces pour satisfaire nos clients. Donc voilà, on voit déjà la dynamique de la filière, comme quoi doubler les surfaces, ça va être une nécessité pour répondre à la demande de nos clients. Et dans le cas particulier de Planète Chanvre, on refuse des commandes régulièrement. Donc si on nous commande 200 tonnes de fibres, on dit écoutez, il n'y a pas de problème, on va vous en livrer 100. Et on ne peut pas assurer la demande de nos clients. Et donc ça, c'est un point clé qui va permettre de bien comprendre en fait pourquoi on en arrive là aujourd'hui à développer ce projet. Alors, Planète Chanvre n'est pas tout seul. On a su s'entourer en fait de différents acteurs et je vais les passer un petit peu en revue. Et ils interviennent en fait à différents niveaux. Donc en bas à droite, vous avez BAFA, donc c'est notre filiale qui est en Allemagne. Wallop, donc c'est l'activité
donc de production de murs préfabriqués. Je cite Val-France parce que c'est une coopérative agricole qui est à côté de chez nous, qui nous met en lien avec des agriculteurs. Interchambre, donc en bas à gauche, c'est la structure, l'association, l'interprofession au niveau français, qui nous met en contact avec des clients, mais aussi qui est l'outil de communication avec le gouvernement, avec les ministères. Et donc ça, c'est important d'être vraiment au contact de nos hommes et femmes politiques pour faire bouger un petit peu les lignes en termes de réglementation. Des points supplémentaires, je vais citer l'agence de l'eau Seine-Normandie, en haut à gauche, la région Île-de-France et France 2030, ainsi que BPI, qui sont des structures qui nous apportent en fait du financement pour porter le projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Et enfin, la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, donc, qui nous accompagne dans le financement de notre projet. Et donc, c'est important que la Banque des Territoires puisse se placer à nos côtés pour financer le prochain outil. Je vous ai pas parlé de Construire en Chambre, qui est spécialiste en fait dans la construction de toutes les constructions en béton de chanvre et en laine de chanvre. Alors le projet, le voici. Vous reconnaissez en fait l'implantation de l'usine que vous avez pu voir sur la première photo, et là vous avez une nouvelle partie qui est en bas. Donc ce terrain en fait qui est là va recevoir une nouvelle usine qui va permettre cette fois-ci de répondre à la demande de nos clients en multipliant par 3 notre capacité de production. Voilà, donc le terrain en fait est prêt à être acheté. Le permis de construire a été accepté. Le dossier lié à l'environnement, donc ICPE, a été accepté, et donc les machines dedans sont réservées, et donc on est prêt à démarrer les travaux début mars 2026. Voilà, donc pourquoi ce projet-là, hein, c'est bien pour aller chercher de la capacité et désengorger l'outil industriel actuel et répondre à la demande de nos clients. Ce projet, dans le détail, voilà les différentes parties liées à son financement. L'équipement, donc il y en a à peu près pour 7 millions d'euros. Cette ligne sera fabriquée par une entreprise française et une entreprise belge, et donc avec différents équipements complémentaires, donc pour la somme de 7 millions d'euros. Ensuite, l'acquisition du terrain et la construction du bâtiment donc seront assurés pour une somme totale de 5,5 millions d'euros. Ensuite, nous finançons des phases de test. On a des études juridiques, financières et autres techniques, hein, pour permettre le démarrage de l'activité, et on en est sur 3 millions d'euros. Et ensuite, on a cette SPV, en fait, c'est le véhicule de portage en fait de l'immobilier qui nous permet en fait d'avoir la propriété en fait de ce bâtiment. Donc on est sur un montant de 17 millions d'euros, et on a donc au niveau de ce financement, donc j'ai pu parler déjà tout à l'heure de la Banque des Territoires par le véhicule de France 2030, l'ITA d'aujourd'hui, la SQDPI, Société québécoise de développement des plantes industrielles. Donc quand je vous citais une filière qui investit chez nous pour développer le chanvre à l'international, c'est le cas. Voilà. Donc clairement, Planète Chanvre a été choisie parmi toutes les chanvrières de France pour accompagner les Québécois pour développer la filière outre-Atlantique. Voilà. Et donc BPI France également. Et bah pour animer et puis pour gérer en fait tout ce projet et le faire vivre, moi je suis heureux d'être entouré par plusieurs collaborateurs. Sylvie Melin qui est là à côté de moi, qui est directrice administrative et financier. Antoine Drieux qui est lui directeur industriel, qui s'occupe de la partie production aujourd'hui, production en usine, la transformation, et qui s'occupe aussi du
futur outil. Corey Broadbot, qui est directrice commerciale. Et enfin, Maxime Delhomme, qui est lui responsable de la plaine, qui est au contact direct avec les agriculteurs. Voilà. Et notre ambition est de devenir un des leaders de la valorisation du chanvre en Europe, avec ce nouvel outil, avec les marchés qu'on a identifiés, avec cette R&D qu'on fait. Et voilà, notre objectif est de pouvoir décarboner l'économie et l'agriculture française. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation très détaillée et concrète. Et nous sommes ravis chez Lita de participer au financement de Planète Chanvre et donc de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Donc, merci pour cette présentation. On va pouvoir donc passer à la partie des questions. On en a déjà quelques-unes, mais peut-être avant ça, pour dire aux participants donc que la levée de fonds avance bien, puisqu'on est déjà en phase de collecte côté Lita. Et nous sommes à ce jour à près de 560 000 € collectés sur un objectif minimum à 600 000 que nous allons donc dépasser dans les prochains jours, puisque de nombreuses personnes doivent encore se positionner. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé en tant que participant, vous, pour prendre part à la levée de fonds, il faudra vous positionner assez rapidement, puisque la clôture de la levée de fonds est prévue d'ici une dizaine de jours. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à nous recontacter suite à cet événement si vous êtes intéressé, que vous avez besoin d'accompagnement ou autre sur Lita. Sans plus tarder, nous allons donc passer aux échanges et répondre à vos questions. Donc, on a plusieurs questions. Franck et Julien, pour vous dire, je commence par les premières questions. Donc, celle en bas, nous avions donc déjà 2 questions de Stéphanie. La première était donc, est-ce que d'autres agriculteurs vont-ils joindre Planète Chanvre? Et une question sur le chiffre d'affaires prévu pour les années à venir et avec quel ratio. Je ne sais pas si vous voulez vous partager les réponses, je vous laisse nous dire. Oui, alors donc je vais répondre effectivement à la question de Stéphanie. Donc, d'autres agriculteurs vont-ils rejoindre Planète Chanvre? Alors oui, en fait, je vous ai parlé des 12 agriculteurs fondateurs, mais par contre, on a 100 agriculteurs qui produisent du chanvre pour nous. Et bien sûr, avec cette volonté d'accroître les surfaces, actuellement, l'an dernier, on était à 1130 hectares. Cette année, on est déjà à 1200 hectares et on pense qu'au printemps, on devrait atteindre pas loin de 1400 hectares. Avec les intentions d'emblavement, comme on dit, de mise en culture. Comment on y arrive? Clairement, en expliquant tous les avantages, certes, mais en offrant en fait à l'agriculteur un intérêt économique. Il y a 2 ans, donc, on avait déjà pu augmenter un petit peu nos prix d'achat. Et à partir de la récolte 2025, on a augmenté nos prix d'achat entre 15 et 20% entre la graine et la paille. Et c'est vrai que pour les agriculteurs, avoir une perspective de croissance en fait des prix, donc de chiffre d'affaires, c'est ce qui va les motiver. Et donc voilà, on va aller chercher des agriculteurs par le prix et aussi par la technique. Donc pour qu'ils puissent aussi augmenter leur rang et gagner en fait en rentabilité. Au niveau du chiffre d'affaires, donc on est actuellement aux environs de 4 millions d'euros et on a notre plan de développement qui est basé donc sur 5 ans et avec une vue de ce chiffre d'affaires qui devrait atteindre à peu près 12 millions d'euros et voilà. Donc ensuite la rentabilité en fait oui, c'est tout l'intérêt en fait de cette usine-là, parce que cette nouvelle usine, donc certes, va produire plus, va avoir des meilleures qualités, on pourra aller plus facilement sur le marché du textile. Il y aura moins de déchets, moins d'arrêts, et donc on aura une meilleure productivité.
et on pourra dépasser beaucoup plus facilement notre break-even, hein, comme disent les anglo-saxons, pardon, alors que l'outil actuel est tout juste rentable avec un taux de saturation de 100%. Donc l'intérêt est bien d'avoir cette nouvelle ligne. Alors, peut-être pour compléter ce que disait Franck, notamment sur les quelques ratios. Donc aujourd'hui, on est sur une base de frais généraux de l'ordre d'un peu plus de 40%, avec une masse salariale qui est de l'ordre de 25%, et on va tendre justement par le fait d'augmenter les volumes vers une diminution de ces ratios pour tomber à 25% de frais généraux et environ 15% de masse salariale. Voilà. Donc pour donner quelques éléments précis du business plan. Et en termes de rentabilité, donc voilà, l'idée est donc aujourd'hui il y a une rentabilité d'un peu plus de 12%, un peu moins de 15%, et l'idée est également à horizon 2029 de pouvoir doubler cette rentabilité pour s'établir avec un EBITDA aux alentours de 25%. Parfait. Merci à vous deux pour ces éléments de réponse complets. Et Stéphanie, donc, demandait aussi si vous accepteriez que des investisseurs puissent venir visiter les installations dans les mois ou années à venir. Je ne sais pas si, Franck, quelque chose pourrait être prévu à ce niveau, mais en tout cas, on pourra se faire le relais côté l'ITA si besoin d'organiser ça. Oui, effectivement, si c'est organisé, on est tout à fait prêt à accueillir nos prochains souscripteurs, investisseurs. Voilà, parce que on a une volonté d'expliquer, de démocratiser et d'expliquer, parce que finalement chaque citoyen en fait dans ses choix peut influencer en fait, parce que c'est vrai qu'une isolation en laine de chanvre ou en béton de chanvre a un petit surcoût qui varie entre 0 et 5% à l'échelle d'une habitation. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire 5% à l'échelle d'une habitation, ça fait peut-être beaucoup. Mais en fait, quand on mesure les performances du produit, en béton de chanvre, en fait, on a 70% en fait, de gains en termes d'énergie, de chauffage, de climatisation. Donc voilà, chacun a sa place pour apporter en fait des solutions. Et donc bien sûr, on ouvrira les portes de notre usine. Super. Merci Franck. On enchaîne avec une question de Clément. Donc plutôt au niveau des risques, quels étaient les risques pour les débouchés, notamment dans un contexte de crise pour des secteurs comme l'immobilier ou le textile. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des débouchés? Oui. Alors, débouchés pour le textile. Alors, il faut savoir que les fibres naturelles, telles le lin ou le chanvre, au total, représentent 0,5% des textiles utilisés. Et ce qui fait que, en fait, la part de marché à développer en fait est énorme. En fait, on vient concurrencer le coton. Il faut savoir que le coton occupe à peu près 15% des surfaces au monde et utilise 25% des produits phytosanitaires. Et en fait, on a des grandes marques qui veulent apporter de la durabilité dans leur tissu et ont clairement identifié le chanvre comme une solution pour apporter de la durabilité. Et donc, il y a des marques très connues. Hein. Si, par exemple, vous avez déjà Jules à lancer en fait des vêtements avec du chanvre dedans. Et voilà, donc il y a un accroissement possible sur un marché qui est en crise. Au niveau, l'autre concurrent de ces fibres-là, c'est le synthétique. Et on sait très bien que les nanoplastiques qu'on retrouve en fait dans l'eau viennent aussi de nos machines à laver. Et donc, voilà, le chanvre n'apporte pas de nanoplastiques et on a encore une fois une argumentation environnementale. L'immobilier, oui, bien sûr. Quand il y a ralentissement d'immobilier, il y a un petit peu plus de crainte, mais on va apporter encore une fois de la performance et c'est ce qui va nous permettre de gagner des parts de marché.
Oui, je complète. Le plan de change est positionné sur des marchés à très haute valeur ajoutée, avec une maîtrise forte par le biais de ses filiales, donc de pouvoir adresser ces marchés-là. Donc c'est un élément très important que de pouvoir voilà, se positionner à la fois sur des marchés à haute valeur ajoutée et des marchés qui sont maîtrisés, avec en plus une très très belle visibilité, comme l'a expliqué Franck dans sa présentation. Aujourd'hui, donc le plan de chambre n'est pas en capacité de pouvoir répondre à toute la demande et donc a une excellente visibilité sur les commandes de ses clients. Donc il y a vraiment en fait un marché qui tracte un petit peu et qui est très intéressant pour se positionner malgré voilà un ralentissement sur le marché global de l'immobilier, mais qui est voilà qui est assez réservé pour plein de chambres. Merci beaucoup pour ces réponses. Une autre question de Clément portait sur les contraintes juridiques et légales actuelles concernant vos activités autour du chanvre. Alors, oui, c'est une question importante et je n'ai pas abordé ce point-là. Le chanvre industriel a un cousin qui est connu un petit peu par tout le monde, qui est le cannabis. Mais ils ne sont que cousins en fait. Et ils sont différents par le taux de THC. Donc le tétrahydrocannabinol, c'est la molécule psychotrope qui est recherchée en fait et qui est présente en forte quantité dans le cannabis. Et nous, on est à moins de 0,3%. Et donc la contrainte en fait réglementaire qui nous est imposée, c'est d'utiliser des semences certifiées qui garantissent en fait un taux de THC en dessous de 0,3%. Et chaque agriculteur doit renvoyer à l'administration les étiquettes des sacs de semences pour prouver qu'il a bien utilisé des semences certifiées. Voilà, donc ça, c'est un point très important concernant la culture de chanvre. Parfait. Merci beaucoup, Franck. On enchaîne avec une question de Pierre, qui demandait, donc, sachant que la capacité de transformation va être multipliée par 3 avec la nouvelle usine, comment assurer que la matière produite aura cette croissance et sera suffisante? Alors oui, effectivement, donc j'ai répondu un petit peu à la question tout à l'heure. Après, bon, on a un plan de développement qui est donc sur 5 ans. De cette réalité aujourd'hui pour l'ancienne usine où on avait besoin de 900 hectares. Donc là, on va atteindre, je pense, 1300, 1400 hectares avec un objectif à terme à 2400 hectares. Et donc, on va croître régulièrement. Donc, ça, on ne peut pas effectivement tripler une capacité en fait en un an. Ça, c'est pas possible, vous avez raison. Et en fait, on a une fidélité de nos agriculteurs. On a très très peu en fait de départ et effectivement par l'augmentation des prix, on va chercher d'autres agriculteurs. J'ai cité une coopérative qui explique aussi à ces agriculteurs l'intérêt de faire du chanvre. Et donc en agriculture, c'est aussi le bouche à oreille en fait qui fait le capital confiance. Et on améliore aussi notre capacité de récolte en changeant un petit peu au fur et à mesure nos conditions de récolte pour accélérer la récolte et rassurer l'agriculteur, et quitte à ce que cette récolte puisse être faite par lui s'il le souhaite. Merci beaucoup. Et une question plutôt pour côté agriculteur, donc deux questions qui se recoupent un petit peu. Séverine demandait, est-ce que la culture du chanvre est économiquement plus intéressante que le blé ou le maïs pour les agriculteurs? Et Benoît posait une question sur la rotation idéale pour le chanvre. Donc voilà, on peut coupler les deux questions. Alors, je vais parler de la rotation. La rotation idéale, c'est en fait, principalement dans les bassins de production dans lesquels on se situe, la plupart des agriculteurs font la moitié de leur surface en blé. Ce qui veut dire que tous les 2 ans, ils cultivent du blé. Par contre, entre chaque culture du blé, on a d'autres cultures, telles le maïs,
les betteraves sucrières, le colza, les pommes de terre, le lin. Et donc le chanvre s'inscrit en fait dans cette rotation. Et globalement, on conseille à nos agriculteurs de faire du chanvre tous les 6 ans. Donc l'agriculteur dans ce cas-là va faire du chanvre, du blé, des betteraves, du blé, du colza, du blé, et il va refaire du chanvre, par exemple. Et voilà le genre de rotation. Et le champ va apporter un enracinement plus intéressant. Et c'est vrai que placer une betterave derrière 2 ans après du chanvre, c'est intéressant, ça permet d'augmenter les rendements. On l'a déjà constaté. Ensuite, en termes de rentabilité, c'est vrai que par le passé, on était un petit peu en retrait par rapport à d'autres cultures, quand on s'en tient qu'à la marge brute. Mais maintenant, en ayant augmenté les prix, on atteint maintenant les mêmes marges brutes que les autres cultures. Et on vient aussi déplafonner le rendement, ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est là où l'agriculteur doit voir la culture du chanvre comme dans un système d'exploitation et non pas à une année. Parce que donc les cultures qui suivent le chanvre vont avoir une meilleure performance. Et voilà, on trouve ça intéressant maintenant en tant qu'agriculteur. Parfait, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On avait une question de Christophe au sujet de l'actionnariat actuel de Planète Chanvre. Si Franck, vous pouvez en dire plus. L'actionnariat actuel, c'est ça, hein? Oui. Oui. Alors, on est structuré en fait donc au sein d'une société qui est détenue à 52% par les agriculteurs fondateurs, qui au fil des années en fait ont été de plus en plus nombreux. On a été une trentaine d'agriculteurs, donc au sein d'une structure qui s'appelle Financière Planète Chanvre, et on a 52% du capital. Donc c'est important pour nous en fait que les agriculteurs aient toujours cette prééminence, en fait, cette prédominance pour piloter en fait cette unité, parce que il faut savoir capter la confiance des acteurs producteurs, et d'une part, et d'autre part, il faut avoir la volonté de ramener la valeur ajoutée à l'agriculteur. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous anime. Et on a expliqué à nos investisseurs, dont je vais vous parler tout à l'heure, qu'on n'est pas là pour grossir, pour acheter moins cher, mais plutôt on est là pour grossir, pour avoir une meilleure rentabilité et mieux payer les agriculteurs. Et que les agriculteurs soient encore plus motivés à utiliser une plante qui n'a pas besoin de produits phytosanitaires, qui capte du carbone. Et donc c'est ça en fait l'ADN de nous, les agriculteurs fondateurs. Ensuite, comme autre actionnaire, on a une banque en fait déjà qui est un acteur historique pour à peu près un peu plus de 5%, banque verte, hein, le Crédit Agricole. Ensuite, donc la Banque des Territoires à la hauteur de 20%, le Québec à la hauteur de 10%, et une autre structure au Portugal qui prend aussi 10%. Super, merci beaucoup pour la réponse à Christophe. Une question d'Antoine, plutôt au niveau des emplois, qui posait la question de combien d'emplois pensez-vous créer avec cette nouvelle usine, au sein de l'usine? Oui, donc entre à l'ouverture et à terme, c'est vrai qu'à l'ouverture, en fait, on aura besoin d'à peu près 3 salariés en plus, plutôt dans les fonctions support, à la fois au niveau de ce qu'on appelle la plaine, hein, donc dans l'accompagnement agronomique. Ensuite, au niveau commercial, au niveau logistique. Voilà, donc 3 postes. Et ensuite, au fur et à mesure du développement, l'usine va tourner plus vite et on pourra embaucher à peu près jusque 10 personnes de plus pour assurer l'activité de l'entreprise. Très bien, merci pour l'info. Une question de Françoise qui
donc demander si les agriculteurs bénéficiaient d'aides de la PAC à l'hectare pour la culture du chanvre. Est-ce qu'il y a des haies autour des parcelles et est-ce une culture intensive ou extensive qui pourrait épuiser les sols? Alors, les agriculteurs bénéficient d'aides PAC pour toutes les cultures, hein, mais spécifiquement pour le chanvre, oui, il y a une aide qu'on appelle couplée, une aide couplée, hein, qui n'est pas d'un montant très important, qui est un peu plus de 80 € de l'hectare pour l'instant, voilà, jusqu'en 2027, parce qu'en 2027, il y a une nouvelle PAC, une nouvelle politique agricole commune. Voilà. Après, effectivement, est-ce qu'il existe des haies autour des parcelles? Alors, ça dépend en fait de chaque agriculteur. L'agriculteur peut être motivé à le faire. Personnellement, moi personnellement sur ma ferme, j'ai 840 mètres de haies. L'abri en fait, sur la photo, hein, vous voyez, il y a plusieurs arbres et bosquets et forêts qui se situent dans le territoire. Et une précision, c'est que le chanvre à lui-même apporte de la biodiversité. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque vous ne mettez pas de produits phytosanitaires, vous avez un impact, vous n'avez pas d'impact justement sur les insectes par exemple. Et ensuite la culture, lorsqu'elle est présente du printemps jusqu'au mois de septembre, elle garde en fait une humidité au niveau du sol et il n'y a pas de prédateurs en fait qui viennent au-dessus, et ce qui fait que c'est une réserve de biodiversité en tant que telle. Et ensuite à la question, est-ce que c'est une culture intensive, extensive? C'est une plante en fait qui a moitié moins besoin d'azote que du blé. Donc on a à peu près besoin de 100 kg d'azote par hectare et par an, alors que le blé en a besoin d'à peu près 200 kg. Et ensuite, par son système racinaire, la plante va aller explorer le sol et donc va libérer en fait des éléments qui ne vont pas épuiser les sols, hein, mais qui vont ça c'est la pédogénèse comme on dit, hein, c'est lorsque on a la roche mère qui vient se dégrader, et ben libère des éléments. Et donc le chanvre participe à la libération d'éléments pour les cultures qui suivent. Peut-être Franck sur ce dossier aussi environnemental, dire que le chanvre est voilà peut être une culture intéressante dans le cadre des PSE, donc qui viennent faire des compléments de revenus aux agriculteurs pour services environnementaux. Oui, absolument. Donc ça c'est un point important. Donc ça c'est un dispositif qui a été imaginé par le ministère de l'Agriculture il y a déjà quelques années. Donc c'est paiement pour services environnementaux. Ça a commencé avec les haies pour pouvoir rémunérer les agriculteurs qui pouvaient implanter des haies. Et donc nous on a traduit en fait cette méthodologie-là à la culture du chanvre, parce que effectivement l'agriculteur, lorsqu'il fait du chanvre, il va stocker du carbone, il va préserver les eaux, l'eau potable, hein, dans la mesure où il n'y a pas de produits phytosanitaires, va apporter plus de biodiversité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc ces valeurs-là, ces grandeurs-là ne sont pas rémunérées en tant que telles. Donc l'interprofession, Interchanvre, a travaillé pendant 1 an pour caractériser ces grandeurs-là, carbone, préservation de l'eau et biodiversité, pour pouvoir mettre en vente en fait ces crédits chanvre pour toute entreprise qui aurait besoin de compenser. Parce qu'à présent, les entreprises de taille moyenne à importante, de plus de 250 salariés, doivent répondre à certains critères de RSE, de CSRD, et doivent compenser leur émission, doivent compenser leur impact sur l'environnement. Et donc nous, on se propose avec le chanvre de vendre en fait ces crédits chanvre au profit de l'agriculteur, donc portés par l'interprofession, et assurer un complément de revenu pour l'agriculteur. Et comme c'est porté par l'interprofession, la marge en fait ira à l'agriculteur. Donc ça c'est un point quand même qui est important et qui, on l'espère, devrait être repris dans le cadre en fait de la politique agricole commune.
Parfait. Merci beaucoup, Franck, pour ces éléments de réponse. Je pense que ça répond bien à Françoise. Et juste après, on avait une question qui portait plutôt sur la levée de fonds de la part donc de Christophe, qui demandait donc quelle était la structure qui émettait les obligations, pourquoi s'agit-il d'obligations convertibles et que se passera-t-il si les obligations sont converties? Alors, peut-être que je vais répondre à cette question. Donc, la structure qui émet les obligations convertibles, donc c'est un Partners, qui est, comme l'a présenté tout à l'heure Franck, la holding. Et pourquoi des obligations convertibles? Alors, en fait, il faut savoir que les obligations convertibles rentrent dans les quasi-fonds propres. Donc, ce sont d'un point de vue financier, des éléments qui sont très importants puisqu'ils viennent en fait être traités un petit peu comme des fonds propres et donc contribuer à l'équilibre dette, fonds propres, quasi-fonds propres. Voilà pourquoi les obligations convertibles. Et pour répondre à la dernière question, qu'est-ce qui se passerait si tout était converti? Je pense que, comme l'a évoqué tout à l'heure Franck, la manière dont ça a été construit et dont cette levée de fonds s'organise, c'est une volonté de maintenir avant tout les agriculteurs aux commandes du projet. Et je crois que rien n'a jamais été caché sur ce point de vue-là. Donc très clairement, effectivement, l'objectif de tous les associés aujourd'hui, tout le monde est aligné pour que les agriculteurs gardent la main en fait sur ce projet. Donc ça, c'est un point qui est fondamental dans l'approche qui a été envisagée. Après, effectivement, techniquement, donc si toutes les obligations ne seront converties dans ce schéma, que voilà, si effectivement il y avait des problématiques financières très très lourdes structurellement, et là on pourrait effectivement avoir une reprise de majorité temporaire probablement des financiers et qui serait à terme donc pour passer une difficulté et qui serait à terme dans l'objet de remettre ce capital disponible pour les membres fondateurs et les agriculteurs du projet. Voilà. Avec un horizon de temps de 7 ans. Ouais. Voilà, on est sur un horizon de temps de 7 ans, sur le remboursement des succès. Merci beaucoup, Julien. Et voilà, et sachez en tout cas, si vous le souhaitez, Christophe, il y a une fiche d'information clé de l'investissement avec toutes les conditions de l'obligation convertible et l'ITA se tient à disposition également si besoin d'en discuter. Et donc je vois que l'heure tourne, il est quasiment 19h, on va bientôt clôturer. Peut-être qu'on peut prendre en dernière question une question d'Alain qui l'avait posée dans l'onglet chat au lieu de l'onglet question, mais c'est pas grave, on la prend. Donc il s'agit de la distance limite entre le lieu de production du chanvre et l'usine. Est-ce qu'il y a une distance au-delà de laquelle le transport serait problématique? Alors, en fait, nous, notre bassin de production, il a un rayon moyen de 25 km. On va chercher, en fait, du chanvre, quand je dis on va chercher, donc on propose aux agriculteurs qui souhaiteraient produire du chanvre jusqu'à 50 km. Et on a des primes de transport, en fait, qu'on verse aux agriculteurs qui pourraient le motiver, en fait, à venir apporter son chanvre, donc la paille de chanvre directement à l'usine. Voilà. Après, on a créé aussi un bassin de production dans l'Oise, et donc, alors l'objectif est bien sûr de resserrer en fait la production autour de l'usine, hein, parce que tout ce qui permettra de limiter les frais de transport, ça sera bien. Mais voilà un petit peu les ordres de grandeur des distances en fait qu'il y a entre les champs et l'usine. Très bien. Merci beaucoup, Franck, pour ces informations. Ben, je pense qu'on a en tout cas balayé l'ensemble des questions. Alors, ce qui fait comme notre fierté, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette volonté initiale d'agriculteurs de produire des écomatériaux, en fait, maintenant, on est concrètement tout à fait dans le sujet. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer sur la photo que vous voyez là, les tracteurs qui arrivent avec de la paille de chanvre, qui sont transformés dans l'usine, et
la Chunvote en fait qui sort de l'usine va dans le bâtiment qui est noir tout à fait à gauche de la photo. Et dans le silo, le silo qui est au milieu, en fait, hein, qui est là, le rond là. Et cette Chunvote rentre dans la constitution des murs. Et de cette usine-là, on ressort des camions avec des murs préfabriqués en béton de chanvre. Donc, imaginez qu'au même endroit, vous avez une filière complète, avec un agriculteur qui apporte sa paille, et de l'autre, un camion qui ressort avec des murs. Donc, de cette idée originale d'il y a à peu près 15 ans, et ben maintenant, c'est une réalité. Et on souhaite maintenant augmenter les volumes, augmenter les surfaces pour porter plus fort en fait ce débouché. Merci pour ce mot de la fin, finalement. Merci, Franck. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer l'événement. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur la fiche projet de Planète Chambre sur le site de l'ITA. On est assez réactif, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l'équipe LITA si besoin de conseils ou d'accompagnement dans votre investissement. Et voilà, donc notez bien que la levée de fonds clôturera prochainement. Donc si vous êtes convaincu, il est temps d'investir. Et merci encore donc à Franck et Julien pour votre participation ce soir à cet événement. Sachez donc que le replay sera disponible dans l'onglet Opérations sur l'ITA. Voilà, si jamais on pourra le repartager derrière. J'ai l'impression qu'en tout cas les personnes dans le chat sont assez contentes de cet événement. Donc merci beaucoup pour ces mots d'encouragement. Merci à vous, ça fait plaisir. Et donc avec plaisir d'accueillir tous les investisseurs, tous les souscripteurs à l'usine pour la vie de l'usine actuelle et de la nouvelle. On organisera ça dès que tout ça sera clôturé. Merci. Merci à vous tous pour les questions très pertinentes. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.